radio27.be, bien entendu. Bon donc on arrive dans la dernière partie de l'émission. Il y a une corrida qui a eu lieu tout à l'heure et donc on va profiter avec le prince d'Austrasie mais également toute sa cour qui est ici ainsi que tous les invités qui sont présents et puis surtout avec un des membres qui a parcouru cette corrida qui est où là, il n'est pas encore installé avec nous. Il est occupé à se doucher. Ok. Mais attends parce qu'on ne t'entend pas Thierry. Voilà. C'est qui qui faisait le taureau? Je sais pas. Moi, je sais pas. Et donc, apparemment, c'était une épreuve de à peu près 4 km qui faisait le tour ici de Nivelles et qui passait devant le cube de Vivacité, de Viva Forley. Alors, en attendant notre jogger, eh bien, on va demander à Stéphane. Stéphane a suivi l'ensemble de la journée, notamment à travers les réseaux sociaux. Stéphane, comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction du public sur les réseaux sociaux? Eh bien, ils ont été extrêmement attentifs, extrêmement enthousiastes, vu la qualité de nos invités tout au long de la journée. On a commencé très très fort, dès 8h30, avec 2 échevins de la ville de Nivelles, et puis Jean Blairon, et puis François Perle, et puis des interventions, et puis des chroniques. Jean Peters. Jean Peters, bien sûr, un tas d'associations qui sont venues nous rejoindre, des acteurs de première ligne sur les questions sociales à Nivelles et environ. Donc voilà, je pense que le plateau était varié, guère varié, et ça nous a permis d'avoir de très très beaux échanges, notamment, je pense, un qui va rester dans les annales entre notre amie Christine Mailly et nos 3 directeurs de l'enseignement secondaire ici à Nivelles. Ça faisait un petit peu... je t'aime moi non plus. Hein. Ah oui, non, c'était assez costaud, parce que je pense que nos directeurs venaient ici avec une idée bien précise, qui était de dire, finalement, voilà ce qu'on fait, nous, avec Vivacité dans nos écoles. Et puis, Christine a un petit peu doucher les espérances. Un peu doucher les espérances, effectivement. On verra dans un an, quand le cube reviendra ici à Nivelles, ce que ça va donner. Oui, mais enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ils se sont sentis secoués alors qu'ils mettent une série de choses en place tout au long de l'année. Donc c'est quand même assez étonnant la réaction qu'ils ont eue, comme s'ils se culpabilisaient. Il y en a d'ailleurs un des directeurs qui a dit on culpabilise d'avoir finalement participé à ce Vivacité alors qu'il n'y avait pas à culpabiliser. Donc c'est quand même étonnant un peu comme démarche. Il n'y avait pas à culpabiliser, non. Mais à un moment donné, il faut savoir décoller son nez de la vitre du cube ou ailleurs, et un peu regarder ce que agir veut dire, quel est le sens de ce que l'on fait. Et voilà, ils sont tombés sur Christine, dont la grande spécialité est de décoder et de remettre les choses dans leur contexte et voilà, dans la réalité sociopolitique de la pauvreté aujourd'hui, sur qui elle agit et qui agit en réalité pour qu'elle soit éradiquée ou pas. Quel autre moment est-ce que tu retiens, toi, de la journée, justement, qui a eu cette chance d'avoir ce recul par rapport à l'ensemble de la journée? En fait, il y a eu un thème assez transversal, consciemment ou inconsciemment. C'est, en fait, qui sont les donateurs de Viva for Life? Et on a eu plusieurs fois la réponse de façon différente. On a eu une réponse plutôt sociologique et scientifique avec Renaud Mas de la Revue Nouvelle, qui a donc fait des recherches et qui s'est rendu compte que finalement le profil des donneurs en rapport à leurs revenus, donc proportionnellement à leurs revenus, était essentiellement constitué de personnes à qui pouvaient s'adresser ces dons et s'adresser cette forme de charité business. Et puis quelques minutes à peine plus tard, voilà nos 3 directeurs de l'école secondaire qui finalement, quelque part, devaient constater la même chose, c'est que les enfants les plus impliqués, les plus empathiques, les plus motivés pour participer aux différentes actions au sein de leur collège et institut étaient fondamentalement des enfants qui étaient peut-être pas dans la pauvreté, mais en tout cas qui étaient peut-être plus proche que d'autres des problèmes de pauvreté. Et ça rejoint en fait une analyse convergente. Voilà, il y a eu le coup de gueule de Christine Mailly il y a 5 ans, au tout début de Viva for Life, et on se rend compte que d'année après année, de plus en plus de chercheurs, de plus en plus de faiseurs d'opinion la rejoignent, d'abord la citent et puis développent leur propre argumentation. Et c'est finalement ça qui est le plus touchant dans tous les sens du terme, c'est de savoir que Vivacité est une radio populaire,
qui ne s'adresse pas nécessairement aux personnes qui pourraient vraiment et significativement aider les personnes en difficulté. Et donc, elle émeut et elle meut je dirais les personnes les plus fragiles qui viennent et à qui on demande en définitive de venir en secours, soit à leur père, soit à des personnes encore plus en difficulté qu'eux. Et donc, voilà, il y a une espèce de circuit court social dans un court-circuit sociétal assez étonnant. Et combien de temps encore cela va durer? Ça, c'est la réponse qu'on nous apportera année après année. Oui, malheureusement. Thierry, en tant que rédacteur en chef, grand patron de Radio 27, quels sont les moments que toi tu retiens de cette journée? Eh bien, je pense qu'on a fait un pari un peu fou d'abord. On s'était dit qu'on allait faire 48 heures, puis on a été quand même intelligent, on a fait un peu moins, une journée. Donc c'était fini de faire une nuit totale. Ça, c'était, je pense, un passage, mais je pense que surtout, le grand moment, c'est quand on a décidé de le faire et qu'on a osé de le faire. Le moment de solitude, c'est quand il faut rassembler tout le monde et que personne n'est disponible. Mais ça, tout le monde connaît dans l'associatif, donc je ne vais pas vous faire un dessin. Non, je pense que le grand moment, c'est celui-là. Et alors, je pense qu'effectivement, moi, j'ai aimé effectivement les interventions de Christine Mailly, mais je suis un fan, donc il ne faut pas me demander d'être objectif avec elle, c'est pas possible. Mais par contre, je voudrais quand même nuancer... Mais n'empêche que attends, oui, bien sûr, Christine, c'est quand même quelqu'un de fabuleux, parce que c'est vraiment la force tranquille, quoi. Beaucoup plus que Mitterrand l'était, en fait. Et donc, moi, j'ai 3 directeurs comme ça, et qui sont au demeurant des gens charmants, et vraiment que je tiens à remercier pour s'être déplacés. Enfin, c'est pas du tout ça, quoi. Mais par contre, il fallait oser le faire simplement, et rassembler tout le monde. Et ce qui est chouette, c'est vrai que Stéphane a boulotté autour, nous on a pas mal boulotté non plus, pour ramener des invités et tous des gens. Donc, et je trouve qu'on avait vraiment des belles brochettes d'invités, si je puis dire, vraiment des gens d'un niveau vraiment très, très chouette. Et du coup, ça permettait de clarifier. Et ce que je regrette, par contre, effectivement, mais ça on se dit que l'année prochaine on fera autrement, c'est qu'on ne l'a pas fait avec les personnes qui sont visées par la situation. Voilà, et ça c'est un peu dommage qu'on est en éducation permanente, mais voilà, en aussi peu de temps on n'avait pas le temps non plus, donc on n'avait pas envie de voir ce truc en tout cas sans rien faire, on avait envie de réagir. Mais après, on s'est quand même dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un, des personnes qui sont en situation, et donc de préparer ça avec elles, et donc de faire tout un travail. Et quelque part, il y a quelque chose de simple et de vrai. Et ça marche toujours, je pense, ou alors ça pète. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est que quand on est entre professionnels, on parle sur le dos des gens. Et donc, forcément, de manière condescendante. C'est inévitable. On va parler, je ne sais pas moi, de la fiscalité ou des gens qui consultent, par exemple. On va parler des clients d'une certaine manière. Au garage, on parlera des clients d'une certaine manière. On parlera toujours d'eux, quoi. Eux et nous, en faisant la différence. Et c'est pour ça que moi, je veux amener les gens qui sont bénéficiaires, normalement, de ce genre d'ascension. C'est que ils ne supportent pas, c'est ce que disait Christine Thorn, ils ne supportent pas vraiment cette espèce... C'est humiliant, vraiment. C'est vraiment humiliant. Et donc, ils le disent à Christine, et puis même si Christine le dit aux directeurs qui sont là, ça rebondit parce qu'il y a quelque chose qui est terrible, vraiment terrible, qui tue le monde, c'est l'incertitude. Il y a une autre chose qui tue le monde, c'est la certitude. Et donc forcément, entre les deux, il faut pouvoir naviguer sur des bases et en même temps, pas toujours croire que tout est arrivé, qu'on sait tout. Et quand on est arrivé à un niveau de la société où, et je ne dis pas que c'est le cas des directeurs, mais je crains ce genre de phénomène, quand on arrive à un niveau où on se dit « Ah, ben finalement, moi je sais. » Et en fait, d'abord, c'est comme Gabin, ils ne savent pas. Enfin, Gabin dans sa chanson, pour ceux qui se souviennent, mais c'est surtout le début de la vraie bourgeoisie, quoi. C'est quand je sais, que donc je donne mes leçons. Écoute, Sophia, tu sais que si tu teignais tes cheveux de cette manière-là, ça serait beaucoup mieux. Ah, pardon, c'est naturel. Jean, écoute ton chapeau, tu devrais... Enfin bref, voilà, tu as un avis sur tout, tu sais tout sur tout le monde. Ça, c'est quand tu commences vraiment à devenir solidement con. Et donc, voilà, au moins, j'espère que les quelques heures qu'on a fait d'émission permettent à des gens d'être un peu plus éclairé. En tout cas, moi j'ai envie de nuancer 2 éléments que tu as amenés. D'abord dire qu'effectivement, on a eu ce pari un peu fou, mais que les gens qui font partie de la plateforme Radio 27 se sont impliqués et ont suivi sur des délais relativement courts, mais enfin on a quand même eu un grand nombre d'associations de la plateforme Radio 27 qui sont là. Il y en a encore d'ailleurs qui sont ici avec nous. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, on n'a peut-être pas suffisamment donné la place aux gens qui suivent. On n'avait pas le temps matériellement. Bien sûr, et on n'avait pas le temps pour le préparer. Néanmoins, il y a eu des entrées, il y a eu leur parole qui a quand même été ramenée, et je pense à 2 éléments en particulier. Le slam, les 3 slams qu'on a eu l'occasion d'entendre ce matin avec l'association Lire et Écrire, et d'autre part l'émission des jeunes l'après-midi où on a vraiment donné la parole aux jeunes, où ils ont pu s'exprimer par rapport à cette question de pauvreté, par rapport à cette question d'être stigmatisé ou non, et de voir un peu
comment ils ont agi autour de Viva for Life, etc., avec des points de vue qui étaient quand même assez intéressants et assez pertinents dans leur approche. Très, très clair que c'était un bon début. Et on a ouvert des portes. Merci Thierry. Sophia, toi qui as aussi participé à un grand morceau de cette journée, Ben oui. Qu'est-ce que tu en retiens? Ben, moi, j'en retiens que finalement, on a réussi à se coordonner entre nous. Et puis, évidemment, il y a toutes les petites mains aussi. Et je voulais dire un grand merci à toutes les petites mains qui étaient là aussi, c'est important. Et puis, je trouve que les débats étaient quand même très riches, porteurs de sens, porteurs de... Voilà, peut-être même de clash, mais des clashs très intéressants qui éclairent. Et moi, j'ai surtout retenu la pédagogie, en fait. La pédagogie, et j'étais quand même assez surprise d'entendre finalement les directeurs dire qu'effectivement, ce serait intéressant d'éclairer et de venir plus sur la pédagogie, en fait. Voilà. Bien, merci beaucoup Sophia. Jean, comment ça s'est passé? Tiens, toi justement, tu as mené l'émission de la matinée. C'était une émission autour de lire et écrire avec les deux échevins, mais il y avait également avec toi un ensemble d'apprenants et des formatrices. Quelles ont été les réactions quand vous êtes sortis, que vous en avez probablement échangé ici, boulevard Fleur de Lys? Quelles ont été les réactions des apprenants? Finalement, les gens, les apprenants en tout cas, étaient éblouis. Donc ils nous disent, tiens, n'oublie pas de nous envoyer les photos, n'oublie pas de podcaster, nous envoyer le contenu des échanges, etc. Donc finalement, ils étaient assez contents. Bon, maintenant sur le recul, le court recul en tout cas que j'ai sur cette journée, bon, voilà, c'est une journée fantastique. On a entendu des points de vue assez chouettes et assez éclairants et ouverts. Donc, je trouvais que c'était chouette. Donc, Viva for Life, bon, ok, tout n'est pas à mettre au bac. Hein, tout n'est pas à jeter. Donc, c'est un truc que j'ai retenu. Finalement, atteindre les gens et pouvoir les sensibiliser à des questions, je dirais, d'ordre... Voilà, donc sur la difficulté d'autres citoyens, je trouve que là, il y a peut-être quelque chose dans Viva for Life qui peut être intéressant. Sauf que, bon, on n'est pas non plus dans du racolage, il faut faire attention, il faut être... avoir de la pédagogie, expliquer les choses, apprendre aux gens quoi. Mais en même temps, Viva for Life touche des gens qui ne savent pas que qu'il y a de grosses difficultés chez les citoyens. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que un moyen comme Viva for Life peut être utilisé ou en tout cas pensé pour informer et apprendre aux gens que oui, la misère aujourd'hui c'est existe. Une réalité. Voilà. Bien, Jean, tandis que tu nous partageais cet élément-là, nous avons un de nos participants à la corrida qui sort de sa douche, direct, hein, et donc nous avons la grande chance d'avoir avec nous Jean-Marc Sangier, qui est secrétaire fédéral de la CSC-BOE, qui a participé à cette corrida, mais qui a participé non pas uniquement avec le jogging. Je pense que, Jean-Marc, vous avez voulu également sensibiliser les joggeurs. Pas seulement les joggeurs, mais surtout les gens qui regardaient les joggeurs et tout le monde qui avait autour. Donc le but, c'était d'utiliser le jogging pour faire passer un message. Et le message, c'était que la sécurité sociale, la générosité, c'est très bien, mais la solidarité, c'est très mieux. C'est un moyen permanent, pérenne et qui touche tout le monde pour éviter que qui que ce soit vive encore demain sous le seuil de pauvreté. Et vous aviez fait concrètement, vous aviez fait comment? Vous faisiez courir les gens avec vous? On a parasité un événement qui était la corrida qui était organisée à partir de l'IPAM. Et donc on s'est inscrit, on avait une trentaine de joggeurs qui s'étaient inscrits. On avait prévu de donner à chacun une chasuble avec un slogan qui était Viva la Sécu au lieu de Viva for Life et le motto que je viens de vous dire là. Donc la générosité c'est très bien, la solidarité c'est très mieux. Et le but c'était juste de faire une espèce de contagion pour faire se rendre compte
au grand public qu'on peut rencontrer sur ce genre d'événement-là, qu'il y a une vraie solidarité, une vraie générosité qui existe déjà depuis longtemps, mais qu'on n'arrête pas de détricoter et de mettre à mal. Et comme je ne sais plus qui le disait tantôt, un gouvernement qui d'un côté retire 7 milliards de ressources à la sécurité sociale, et d'un autre côté verse une enveloppe de 100 000 euros sur le compte de Viva for Life, c'est se foutre de la gueule du monde. Et je ne parle pas du gouvernement actuel, les précédents, enfin je parle de celui-ci, mais je parle de tous ceux qui ont précédé depuis 10 ou 20 ou 30 ans. Donc on n'arrête pas de détricoter la sécurité sociale depuis la première crise dans les années 80, on a commencé à la détricoter. Et en termes d'impact, alors je sais que c'est compliqué évidemment, surtout aussi proche de l'événement, puisque la corrida s'est terminée il y a peu. Quelle est l'impression que tu as en termes d'impact ? Le plus marrant, c'était l'effet avant la corrida, avant qu'on soit sur la Grand Place et que les gens courent. Il y a eu tout un ramdam de gens qui sont intervenus parce que il fallait pas ternir un événement familial. Et ça commence évidemment par les gens de Cap 48 qui sont les organisateurs de Viva for Life en même temps. Mais alors les associations ou les institutions qui sont liées à ça, par exemple, on a eu des coups de fil de nos voisins de la Mutuelle qui, rameutés par Viva for Life, s'inquiétaient qu'on aille plutôt foutre le bazar dans leur événement aujourd'hui. C'était pas du tout le cas, mais donc c'était assez marrant ce truc-là. Donc, en effet, ça a eu un effet là. Par contre, sur le grand public, franchement, c'est difficile à dire. C'est pas évident de pouvoir attirer l'attention. Je crois qu'on a attiré un peu l'attention, mais qu'on aurait pu le faire. Je crois que c'est un travail de longue haleine, en fait. Et que convaincre les gens que la solidarité, c'est très mieux, ça se fait pas juste en participant dans une corrida, ça se fait au jour le jour. Et je me dis des fois, avec un peu de prétention, que faire ce genre d'événement, ça a peut-être plus de chances de convaincre des personnes que de faire une manifestation où on réunit 25 000 personnes selon la police, 50 000 selon les participants. C'est ça, des événements symboliques ont probablement plus d'impact. Je suis plus satisfait de ce qu'on a fait ce vendredi que de la manif de mardi ou de mercredi. Voilà. Les processions, j'en ai marre. Alors, moi j'ai envie de savoir le point de vue de Prince Bernhard par rapport à une activité de ce type-là. Prince Bernhard, que pensez-vous d'un événement type de la CSC ? Donc oui, il faut rester sérieux, après ça va être dur. Vous êtes prince. Ben oui, tout à fait. Mais je crois de toute manière que tout événement de ce genre-là, pour la sensibilisation, est quelque chose d'utile dans tous les sens du terme. C'est vrai que je rejoins un peu, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Jean-Marc, le point de vue de Jean-Marc, par rapport aux grandes manifs, aux grands événements, je crois que des événements comme ça peuvent plus intéresser, peuvent plus susciter la curiosité. La curiosité, je sais de quoi je parle, suscite le questionnement suscite le débat, et ça permet de toucher des gens, de parler avec des gens. Ne fût-ce que sensibiliser une personne, c'est probablement une personne qu'on n'aurait pas pu sensibiliser avec une marche où ça passe à la télé. Soit on y participe et bon, on est déjà sensibilisé, soit on la voit à la télé et on se dit ouais, c'est encore une manif et on zappe. Donc là, c'est quelque chose de commercialement, je trouve que c'est très intéressant. Anne, je te vois dire oui de la tête. Tu es d'accord avec ça et le fait des actions symboliques qui ont probablement plus d'impact qu'une action de masse ? Moi, je ne participe par principe plus jamais à une marche entre la gare du Nord et la gare du Midi parce que c'est autorisé, que pour moi ça n'a pas de sens et parce que quelque part ça sert le système en place. C'est-à-dire que on voit dans les médias que ça n'a aucun autre retentissement que du radioguidage et en plus c'est comme si on invitait le peuple à se défouler dans une balade et à la fin le politique dit dans les médias qu'il a bien compris et voilà. Et ça s'arrête là, et ça n'a. Par contre, on fait une intervention comme aujourd'hui, quelque chose d'original, un peu décalé, un peu impertinent, ou un peu. Par exemple, nous, on est allé mendier là où c'était interdit. Enfin, voilà, des choses comme ça. Non seulement on parle aux gens, mais en plus, on parle aux médias qui viennent dans ce genre de choses. Et donc, ça a beaucoup plus d'utilité. Et la désobéissance, elle est beaucoup plus utile. Et elle est même maintenant reconnue par les tribunaux.
que une marche autorisée entre des barénadars, quoi. Enfin, voilà. Thierry, Ouais, je voudrais pas vous la jouer, mon petit Macron, hein. Mais c'est quoi. Hein. Je pense que les manifs, il en faudra encore, parce que ne fût-ce que c'est toujours un compteur, donc ils ne font pas que attendre que ça passe. Ils regardent combien il y en aura. Et s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Enfin, et donc c'est toute une question de rapport de force, quoi. Mais ça le symbolise d'une certaine manière à un moment donné. Après je ne crois pas trop. Risque à marcher entre la gare du Nord et la gare du Midi, donc tout le monde y va. C'est ça, tout à fait. J'y arrive parce que la question, c'est plutôt de dire des actions symboliques, c'est symbolique, quoi. Quelque part, ça, c'est vraiment l'action que choisissent les petits groupes qui n'ont pas beaucoup d'affiliés, et donc ils savent ce qu'ils doivent utiliser pour se faire entendre, et prennent une action symbolique parce que ça permet, en étant peu nombreux, de faire quelque chose. Maintenant, peut-être bien que les difficultés de mobilisation peuvent nous conduire aussi à plus rentrer en symbolique. C'est très possible parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de mobiliser en nombre, et en plus, il y a une espèce d'inflation. Par contre, Jean-Marc, c'était un problème de mobilisation, de nombre de personnes que vous avez choisi, cette symbolique? Non, pas du tout. Je crois qu'une manifestation avec 25 000 personnes, c'est symbolique aussi. Hein. C'est juste dire on n'est pas content, et puis c'est tout. Et c'est comme tu dis, soit le gouvernement soit t'écoute en disant oui, vous avez raison, mais on ne sait pas faire autrement, soit t'envoie te faire foutre, comme ce gouvernement présent le fait très bien, je trouve. Donc il nous renvoie à notre vraie condition et notre vraie valeur actuellement, qui nous oblige à sortir de notre confort, qui était d'aller du nord au midi ou du midi au nord. Donc moi, je crois que toute action est symbolique, c'est le côté symbolique qui parle le mieux aux gens. Et donc, plutôt que de dépenser des masses de fric à payer des sandwichs, à payer des trains, à payer des masses d'autobus, comme on a fait l'autre jour, faisons des actions plus light, plus régulières, mais qui permettent de convaincre qu'une autre société est possible. Et puis, c'est le plus dur, je crois, c'est essayer de trouver une plateforme politique qui pourrait défendre cette idée de la solidarité. Et moi, pour l'instant, je la vois pas. Je vois pas qui, dans les partis politiques, défend ce genre d'idée-là. Voilà. Il y a le côté aussi immédiat. Ici, il y a... En fait, cette journée, vous regrettez qu'elle n'ait pas été préparée, enfin, en tout cas, voilà. Mais pour moi, c'est génial parce qu'on réagit tout de suite à quelque chose qui se passe. Et une marche syndicale entre deux gares, ça fait des mois qu'on nous annonce qu'on va aller protester contre les pensions. Ça pue pas l'urgence, quoi. Hein. Ça nous dit pas on est fâché. Ça dit juste c'est quand même pas très chouette et on peut aller marcher, c'est autorisé, on est couvert par nos syndicats. Enfin voilà. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais après, ça c'est personnel, mais ça n'a aucun intérêt. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pas de la désobéissance aujourd'hui. On a été très obéissants. On a bien pris nos précautions de ne pas heurter les gens parce qu'on s'est dit, si on attaque Viva for Life, tous les gens qui donnent à Viva for Life, et il y en a plein, vont se sentir dépréciés. Et c'est vraiment pas le but, parce que le geste qu'ils font, c'est un geste positif. Donc il fallait caresser tout le monde dans le sens du poil, à commencer par les autorités, par la police, etc., en disant qu'on vient de manière pacifique, on est gentil, etc., on va pas révolutionner le monde aujourd'hui, mais c'est, je crois, le moyen de pouvoir faire passer un autre message. Voilà. Évaluer ce que ça donne, c'est difficile, c'est sur du long terme. Thierry, puis Jean? Oui, donc pour moi, les deux donc, sont possibles et seront toujours de l'utiliser parce que la manif, c'est le moyen le plus facile, spontané ou préparé, coûtant cher ou étant gratuite, ça dépend qui organise et ce qui paye à ses affiliés. Et donc, quelque part, c'est le plus facile, c'est le plus simple, tu ne te prends pas la tête, tout le monde a tel endroit, t'occupes le temps endroit, t'occupes tel endroit, tu manifestes, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Je dirais que c'est l'action collective à la portée des gens qui n'ont même... Il faut juste 2-3 petites choses, ça ne demande pas trop, et ça peut être efficace. L'autre élément, c'est effectivement, maintenant on a une situation qui est exceptionnelle, c'est vrai, les manifestations n'ont jamais servi à quelque chose. Je suis persuadé que si on n'avait jamais fait de manifestation, on serait dans une merde beaucoup plus importante que maintenant. Donc je pense quand même qu'elles ont servi. Mais c'est vrai qu'on s'est par contre vachement ramolli et on est devenu très, très, très politiquement correct. Nous aussi, on est bien obligés. C'est le contexte presque. Si on prend la mesure de la situation, ça serait totalement avancer à front renversé que de faire des trucs lourds, durs, etc. Parce que c'est plus l'époque. Mais on peut se poser quand même des questions là-dessus. Dire de la moindre mesure que le gouvernement d'ici ou le précédent a pris, il y a 30 ans, c'était une grève générale, quoi. Voilà, c'était une grève générale et c'était encore et beaucoup plus dur. Et tout ça, c'est fini.
50. Jean, tu voulais réagir également? Ouais, mais pas longtemps. Donc, simplement pour dire que une initiative comme celle-ci, elle vient des associations. Donc, c'est pas une manifestation, effectivement. Mais si on veut qu'une initiative comme celle qu'on a vécue aujourd'hui puisse continuer et se répéter dans le temps, elle nécessite de l'investissement, parce qu'on ne peut pas tenir cela, enfin, en tout cas, très longtemps. Donc, je veux dire simplement que, non, je ne sais plus ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Mais c'est important. Mais les manifs, c'est une chose. En même temps, c'est la seule manière de s'exprimer. Donc, si on peut trouver quelque chose d'alternatif, eh bien, voilà. Donc, peut-être que Radio 27 est une alternative, en tout cas, depuis notre point de vue. J'ai envie de poser une question à notre grand chef, rédacteur en chef de Radio 27. Est-ce qu'il faut attendre une initiative comme Viva for Life pour faire ce genre de journée d'émission ? Non, on peut faire plein de journées d'émission, hein, Patrick, sans aucun souci, évidemment. Non, moi je pense que l'émission c'est un prétexte. La question c'est de dire comment est-ce qu'on peut vraiment agir pour avoir un levier par rapport à ce genre d'opération. C'est ça qu'il faut savoir. Et il faut trouver le bon moyen, quoi. Je veux dire, on va pas nous la faire à la Gandhi devant les Anglais qui tirent à vue. Hein, c'est pas tout à fait la même chose, on ne risque pas notre vie. Mais pour la comparaison, il avait trouvé le truc de les faire chier, quoi. Je veux dire, Gandhi. On fait rien, on bouge pas, on est non violent, etc. Mais on est fermement accroché à nos trucs. Eh ben ça embêtait le pouvoir parce qu'il pouvait pas rebondir sur la violence produite par les autres. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé avec les faits syndicaux souvent? C'est qu'on cherche le casseur, on cherche le machin, on cherche la pagaille, on tombe dessus, on le monte en épingle ou pas. Mais c'est ça qui ressort et c'est ça le contenu éditorial. Et la question n'est pas de savoir si c'était juste ou il devait le faire ou pas le faire, on s'en fout. La question c'est le choix éditorial qui est de dire par rapport à une problématique, on va mettre la focale là-dessus et pas là. Hein, c'est tout. Donc, parce qu'évidemment, il y a des gens qui cassent, on n'est pas spécialement pour, et donc le débat n'est pas intéressant par rapport à ça. La question, c'est de mettre le doigt là où ça embête vraiment, et où ça peut faire changer la situation. Le Viva for Life est un problème, mais c'est un problème qu'on peut aborder de manière assez intéressante si justement on le fait avec les gens qui le vivent. Parce que si nous on dit ça, si nous on dit oui mais Viva for Life c'est pas bien, hein, attention c'est pas bien, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit oui mais vous êtes jaloux, vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas, etc. et tout. Ok. Mais si les gens qui sont eux-mêmes ceux qu'on prétend aider viennent dire vous savez ça nous aide pas vraiment ce que vous faites, ben c'est autre chose quoi. Et ça nous aiderait beaucoup plus que vous militiez pour la Sécu, eh ben c'est beaucoup plus efficace, mais du coup, il faut avoir après des attentes précises. Ça a été très court, mais si on a des attentes précises, il faut pouvoir marquer des points et dire, OK, voilà ce qu'on veut, et voilà telle chose. Bien, est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport aux propos de Thierry? Moi, juste un petit mot. Je ne suis pas pour Viva for Life non plus, mais on est dans une période maintenant de grande consommation. Alors ça va être champagne, dinde, bûche et compagnie. Et puis dans 2 semaines, tout le monde fera régime. Alors je me dis que bon, on peut peut-être payer un peu pour Viva for Life et peut-être, voilà, c'est pas plus mal que de payer des dindes et des champagnes et des bûches. Bon, c'est vrai que c'est un des éléments, je crois, de la journée, c'est de dire, bon voilà, le problème, il n'est pas sur Viva for Life. Il y a des problèmes, évidemment, mais le problème, il est ailleurs. Et le problème, il est d'abord sur des choix politiques et des choix d'un gouvernement qui ne fait que renforcer finalement la précarité des gens et la précarité des associations, parce que c'est un des éléments quand même que moi je voudrais ressoulever aussi aujourd'hui. On a parlé évidemment des personnes, on a parlé notamment des femmes qui subissent plus cette précarité, mais on constate aussi que les associations, même les écoles qui utilisaient le terme de on doit travailler avec des bouts de ficelle, eh bien elles aussi sont mises en précarité par rapport à des lois, par rapport à des décisions qui ne les aident pas, ou en tout cas qui ne permettent pas de soutenir pleinement les gens. Et ce serait probablement des voies également à soutenir pour lutter contre la pauvreté. Mais j'ai envie de vous renvoyer à vous tous la question, est-ce qu'il y a moyen d'éradiquer une bonne fois pour toutes cette pauvreté? Est-ce que c'est vraiment une piste qui est envisageable? Anne? Pour moi, je voulais d'abord préciser qu'il faut donner, y compris à Viva for Life, comme il faut créer des associations comme Doucheflux, même si ce n'est pas des solutions à long terme. Pour moi, en tout cas, il faut le viser, oui, clairement.
Et si vraiment il y a enfin, tout est question de volonté politique, de choix politiques, les choix économiques ne sont jamais que des choix politiques. Et après, on n'y arrivera sans doute jamais, mais en tout cas, il faut le viser. Et on s'en sentira déjà tous mieux si vraiment on sait qu'on est en train de combattre pour ça. Mais enfin, ça coûte un prix quand même. Je pense que Mais oui, c'était mais ça, François Perle qui disait tout à l'heure, ça coûte 12 milliards pour retirer la pauvreté. Mais il suffit de voir où on dépense et où on gaspille. Et enfin, moi j'ai vu un reportage bêtement, sur le calibrage des légumes qu'on nous vend en supermarché. Et rien que ce qu'on jette, parce que c'est pas rond et brillant, nourrirait la terre entière. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont tellement bêtes, mais qui sont juste des choix politiques qu'on fait. Enfin, nous, nos représentants, quoi. Bien évidemment. Ou le monde économique. Une réaction autour de la table Oui, il y a Barroso, je crois qu'il y a 8, 9, 10 ans, a décidé que les concombres pouvaient être courbes. Ils n'étaient plus obligatoirement droits. Voilà. Et ça, c'était une mesure prise par M. Barroso, très sérieusement, président. Voilà. Donc ça illustre le niveau des décisions prises parfois. Bon, et en Austrasie, Michael, les concombres, ils ont quelle forme? Alors, chez nous en Austrasie, le concombre, il est concombre. Donc, il a sa forme. Mais sinon, ce que... Donc, Austrasie Oui. Austrasie, honnêtement, là, c'est plus fort que tout le monde pour faire la langue de bois. Hein, parce que même ça, les politiques, ils ne savent même pas faire, quoi. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, on a appris des gens qui nous gouvernent et on se base sur eux. Mais écoutez, oui, voilà. En Austrasie, on s'est inspiré d'eux pour ne pas faire ce qu'eux font. Mais sinon, moi, je voulais peut-être avoir aussi une petite réaction à ce qu'on a tout dit. Et moi, ce qui me ferait franchement bien rire l'année prochaine, c'est quand on aura ces gens qui vivent la précarité au quotidien, c'est d'avoir quelqu'un de chez Vivacité, par exemple le directeur, et qui viennent une fois... on peur de rien. Allons-y. Mais non, mais... Michael, t'as raison, faut y aller. Allez, hop. Moi, j'ai pas peur de venir. Enfin, j'ai pas peur de lui écrire une lettre et de venir. Écoute, voilà, toi, tu fais ton émission. Viens chez des acteurs du terrain qui font aussi leur émission radio en même temps que la tienne, et viens une fois répondre, parce que nous, on a des gens de la rue qui sont là, qui vont apporter et qui vont te demander et qui vont peut-être te dire que ce que tu fais, c'est peut-être pas assez ou pas bien ou c'est pas bien fait. Donc on a eu une grosse réflexion à nous trois sur le fait, parce que vous aviez posé la question à beaucoup d'acteurs qui sont venus aujourd'hui, à savoir si pour ou contre Viva for Life. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est pas pour ou contre Viva for Life, c'est pour qu'on n'en arrive plus à devoir faire un Viva for Life. Et je pense que c'est ça où les gens qui font Viva for Life, et peut-être d'autres, j'ai envie de dire, télé-réalité pour apporter du pognon, se trompe, c'est qu'il faut aller beaucoup plus en amont, aller chercher des solutions pour qu'on n'en arrive plus à devoir faire des émissions. On va devoir demander aux gens qui sont eux-mêmes limite borderline de devoir encore donner du pognon. Et c'est là qu'il faut qu'on aille plus à l'origine du problème et pas récolter quelques fonds. Vas-y. Cela dit, le problème éthique a été posé tantôt. Hein. Si tu fais financer une solidarité par soit ceux qui devraient en bénéficier directement, donc qui sont en difficulté, soit ceux qui sont juste au-dessus et pas les autres, oui, enfin, je suis même pas sûr qu'il faut souhaiter que ça existe encore, hein, parce que ça fait quand même un problème, ça, un vrai problème. Hein. Qui paye là-dedans? Celui qui est en situation difficile, celui qui risquerait de l'être, mais celui qui est à l'aise pour toujours, lui, il paye rien. J'ai une solution. Il y a un problème. Thierry, l'évasion fiscale? Je pense que d'autres y ont pensé. Oui, ou peut-être une autre idée, reprendre tout l'argent qui a coûté Viva for Life qu'on a dû... Parce que bon, je ne sais pas si vous l'aviez rappelé, j'ai pas... Ouais, j'ai pas en fait suivi j'ai suivi un maximum, mais pas tout, malheureusement, excusez-moi. Je devais manger quand même à un moment. Viva for Life, c'est un concept
qu'ils ont racheté. Tout à fait, oui. Ils C'est ont payé, comme quand, ils ont payé pour ça, oui. Voilà, donc c'est comme quand dans notre émission, on avait parlé d'autres émissions qui étaient, en fait, là, à l'heure actuelle, ce sont des concepts qu'on achète, Ouais. sauf celle de Radio 27, je précise. Ah oui, non, ça on n'a pas acheté. Non, on n'a pas acheté. Il n'y a personne qui a proposé de l'acheter non plus. Hein. Ouais. Voilà, mais si vous voulez racheter le concept de la principauté d'Austrasie, vous pouvez. Mais voilà, c'est un concept qui a été acheté, donc on a dépensé de l'argent. Pourquoi ne pas déjà avoir investi cet argent sur le terrain pour dire, ben voilà, on va aider les associations à aider les gens dans la précarité pour sortir de cette précarité. Ça, c'est aussi peut-être une chose à réfléchir, se dire, ouais, c'est super de faire des émissions parce que ça nous rapporte de l'audimat, mais pourquoi l'argent qu'on investit là-dedans, on ne l'investit pas tout de suite sur le terrain? Pourquoi on ne sort pas de sa tour de Reyers pour aller voir parce que l'objectif, c'est de faire de la pub, que les sponsors qui sont oui, contents. mais Le directeur d'antenne l'a encore dit, il est très content parce que hier, j'ai été au Cube. J'ai été voir, j'étais et tout. Et donc, et j'ai écouté Vivacité pour préparer ça, beaucoup plus que n'importe qui, je crois. Et ce qui se passait, c'est qu'il le répétait, quoi. Oui, on est content, les sponsors sont contents. Donc, bon, j'ai compris donc qu'on était parti pour encore 5 ans minimum. Donc, ce que la chronique de notre ami Herman. Hein. Paul Herman. Paul Herman, oui, tout à fait. Et donc voilà, donc c'est pourquoi faire une émission pareille? Parce que ça rapporte de la notoriété à la chaîne, aux animateurs, ça permet ça contente les annonceurs parce que ça fait un événement, ça a une image positive, etc. Et tout, et c'est une image tellement positive que même ceux qui devraient être critiques hésitent à le critiquer parce que tellement c'est positif. Donc voilà la situation. Jean, tu voulais réagir? Oui. Je t'entends bien, Thierry, mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu proxénètes dans cette aventure, quoi. Tu vois? Quand tu vois les attitudes... donc d'abord, c'est un service public quand même, la RTBF. Voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, les acteurs du Cube me semblent être très aguichants, en observant le Cube en question, moi j'ai été assez choqué. Je trouvais que c'était franchement... pénible, quoi. C'était prostituer la misère. Et donc, là, franchement, j'ai eu quelque chose de dur à... Enfin, voilà. Donc, c'était compliqué à assimiler. Voilà. Jean-François, tu voulais réagir également? Oui, moi, je voulais juste revenir sur la précarité. Donc, en fait... il y a beaucoup d'initiatives qui favorisent les circuits courts, acheter ses légumes à côté de chez soi, des petits producteurs. Je trouve ça vraiment bien. Et alors, il y a d'autres initiatives, notamment des potagers collectifs dans les villes, même carrément, des petits bouts de terre que la commune ou d'autres personnes mettent à disposition. Tout le monde peut y accéder et alors, en fait, tout le monde vient mettre ses légumes et vient récolter ses légumes. Donc je trouve ça vraiment bien déjà pour l'échange pour tout le monde. Enfin, mais est-ce que ce n'est pas continuer à mettre la pression sur les citoyens que de mettre en place ces éléments-là jusqu'aux incroyables comestibles comme on en parle également? Oui. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis d'accord avec toi. Maintenant c'est un cercle vicieux. Il faut réussir à sortir de ce cercle vicieux, quoi. Voilà. Alors je vois que Prince veut parler. Oui. On vous écoute. Rajouter une petite pensée sur ce que Jean vient de dire sur le côté proxénète du Cube. Et en fait, effectivement, il y a quelque chose qui m'a choqué, un côté hyper pervers où on demande je crois que c'était Jérôme de Warzé il y a 3-4 jours d'ici, de s'humilier. Et s'il réussissait cette épreuve, je crois qu'on lâchait 1 000 ou 2 000 euros, je ne sais plus, parce que pour faire un défi, entre guillemets, humiliant. Et je me dis, mais c'est un côté, en fait, monstrueux. On demande finalement à quelqu'un, c'est quand même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un être humain quand même, hein, et on demande à quelqu'un de s'humilier, et derrière, ça faisait un peu l'impression d'être une sorte de grand seigneur qui, si tu fais le con, je te lâche 1 000 euros, mais comme si je te balançais un os. Et c'est la façon dont c'était présenté, en tout cas, était vraiment, mais fondamentalement choquant. J'étais en voiture quand j'écoutais ça, et je me dis, mais enfin, faut pas déconner, quoi. Entre guillemets, qu'on fasse des appels à la générosité, on peut pas être contre, mais qu'on demande à quelqu'un de s'humilier pour gagner 2 000 euros, non. Même si c'est un personnage public, même s'il est peut-être payé pour ça, je crois que tout est une forme de respect.
Et que si on demande aux gens du respect, je pense que simplement, c'est le maître mot pour moi, en tout cas, du monde qui devrait, du monde idéal, c'est le mot humanisme et respect. Si tout le monde se respectait dans toutes les circonstances, je crois qu'on aurait déjà 80% du problème résolu. Et quand on a un gars comme ça, enfin un gars, je ne sais pas si c'était un gars, une personne, une institution, je ne sais pas, qui lâche 2000 € comme ça en disant, enfin déguste-toi, fais la poule et tu auras 2000 €, je veux dire, c'est purement scandaleux pour moi en fait. On revient à des trucs du Moyen-Âge, où, bon, je sais que l'Austrasie c'est un peu ça, mais on revient à un truc du Moyen-Âge où on a un troubadour qui arrive, on dit tiens, voilà quelques pièces, amuse-moi. Et si tu m'amuses pas, tu serais décapité ou tu serais mis sur la geôle. Mais on revient exactement à cette période-là, quoi. Bonjour. Oui, alors je sais plus si je veux vraiment être toc finalement moi. Bon Thierry, le petit mot de conclusion parce qu'on va terminer l'émission ici. La conclusion générale de l'ensemble de l'opération. Notre peuple vaincra. Bien, le peuple de l'éducation permanente. Je vois que c'est un peu court. Oui, je m'attendais à plus de ta part. L'année prochaine, je pense qu'on y repartira, mais qu'on va essayer de faire vraiment quelque chose qui respecte plus les personnes. Et pour respecter mieux les personnes, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus affûté sur les choses, quoi. Il faut qu'on soit pertinent sur le contenu, beaucoup plus, et qu'on aille chercher. Donc ça se prépare un peu. Voilà. Eh bien donc, en avant pour 27 for Life en 2018. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à tous. Je vais essayer de dire les prénoms de tout le monde pour remercier tout le monde. Wow. Donc, Michael à côté de moi, donc grand sénéchal d'Austrasie, de la principauté d'Austrasie. Jean Peters de Lire et Écrire, qui est là avec Sofia Papadopoulos également de Lire et Écrire. Thierry Toussaint, donc voilà le maître d'œuvre qui a porté vraiment ce projet de 27 for Life avec tout le collectif. Mais enfin, tu étais devant, tu as été la locomotive. Stéphane Van Denede, qui a passé la journée complète avec nous et qui a permis que vous puissiez suivre l'ensemble de ces émissions sur les réseaux sociaux. Il est 22h, tout niveau est occupé, seul Radio 27 résiste encore toujours. Alors nous avons Jean-François, donc également, alors je ne sais pas, quel est son titre, Michael ? Alors, Jean-François est le héros de la principauté d'Australie, c'est-à-dire qu'il est le porteur du message du prince. D'accord, et bien donc le héros, merci Jean-François le héros. Alors, on va quand même encore se faire le petit plaisir de dire au revoir à Prince. Voilà, donc Prince Bernard, tout grand merci pour ta participation. Voilà. Hop, oui, j'ai pas ouvert les micros évidemment parce que oui, non, c'est pas grave. Voilà, c'est chronique ici. Chaque fois que je viens, on me coupe le micro, donc je ne sais pas pourquoi. On est très républicain. Je crois qu'on ne m'aime pas en fait. Non mais tu comprends pas. On t'aime bien toi, mais on a un petit problème avec la. Non, c'est la principauté. Quelqu'un qui a quand même lâchement accepté un titre, donc Poupouli. Oui, un petit moment de démagogie et de lâcheté de temps en temps ne fait de mal à personne. Bon, écoute, c'est pas grave, moi j'en ai réclamé un, donc c'est pas mieux. Et je te le vends si tu veux. Un grand merci à Anne Lowenthal qui est venue de Bruxelles pour non ? Oui, mais je retourne à la Louvière. Donc d'accord, donc voilà, donc tu étais sur la route. Un grand merci en tout cas pour je voulais juste ajouter une idée qu'on est en train de développer, c'est un comité pour l'annulation de la dette du quart-monde. Voilà, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce dernier élément, on verra si on en fait une émission. Elisabeth, un grand merci, tu as écrit une chronique sur le pouce, comme ça, à chaud ici, et donc on a eu l'occasion de pouvoir t'entendre tout à l'heure. Grand merci à Jean-Marc qui voilà, après avoir couru la corrida, a quand même pris le temps de venir en discuter avec nous. Et voilà, je vous souhaite à tous, eh bien, et j'ai dit Mickaël, je t'ai dit, oui, j'ai parlé de toi en premier. Moi je voulais dire merci à Patrick surtout. Merci Patrick d'avoir assuré toute cette matinée, toute cette après-midi, toute cette soirée. Voilà, maintenant je vais aller me coucher moi. Oui. Tu veux les trompettes peut-être ? Non, c'est ira. J'ai juste quand même un mot de la fin qui me paraît quand même essentiel, c'est Joyeux Noël et bonne année. Quand même, à tout le monde. Effectivement, n'oublions pas. Voilà, un très joyeux Noël à tous. Et on termine avec la chanson d'Efasbe, Média de l'amour, pour la dernière fois aujourd'hui ici sur Radio 27. Radio27.be, bien entendu. J'ai de l'amour plein le cœur.
faire le bien et partager. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans tout Nivelles, viva appel au don. Moi, je chante pour ceux qui donnent, mais pas pour les harpagons. Il n'y a pas de honte à aider les enfants qui vivent dans la misère jour après jour. Donnez, 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 donnez à Viva. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez à Viva. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Si Viva for Life est là, c'est par charité. L'État gère mal nos richesses, il faut donner. Le bonheur est à vendre, le média est roi. Venez jusqu'au cube, écoutez ça. On est tous sur la grande place pour aider les enfants. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Viva est extraordinaire, ce média de l'amour. Ses animateurs sont des stars chaque jour. Donnez, 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 donnez à Viva.